été en contact très rapproché avec cette spécialité. Donc, c'est une plateforme qu'on vous ouvre pour pouvoir discuter à propos de ça en toute liberté, en toute franchise, et de faire le tour avec nos collègues résidents et seniors de cette spécialité qui est l'orthopédie traumatologie. Alors, vous allez vous poser certainement la question par rapport à cette spécialité, qu'est-ce que ça veut dire? Elle remonte à combien de temps? La notion d'orthopédie, la réalité de l'orthopédie en Tunisie. On va faire très rapidement le rappel de tout cela. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran que je vous ai partagé. C'est parfait, docteur Hadri, on arrive à voir. Alors, très bien. Bon, l'orthopédie, c'est quoi? C'est d'abord une spécialité chirurgicale. Hein, on n'est pas dans une spécialité ni fondamentale ni médicale. Même si le nom qu'elle porte, à savoir l'orthopédie et traumatologie, c'est quasiment un abus de langage. Hein, on l'utilise dans notre pratique quotidienne, mais le terme exact, c'est la chirurgie orthopédique et traumatologique. Donc, c'est une spécialité chirurgicale qui est très ancienne et qui remonte à l'Antiquité, carrément. C'est Hippocrate qui a mis les premières bases de l'orthopédie. Et ce que vous voyez ici sur l'écran, c'est une table qu'il avait confectionnée pour réduire les luxations, pour réduire les fractures. Il faut savoir qu'Hippocrate, c'est la première personne qui a décrit une luxation de l'épaule et qui a décrit aussi les manœuvres de réduction de cette luxation de l'épaule. Donc, on est vraiment très loin, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ, que les bases de cette spécialité ont été déjà mises en place. Alors, Hippocrate, inutile de vous le rappeler, c'est la base de la médecine moderne, hein, d'accord? Donc, il a donné son nom à pas mal d'autres domaines médicaux et d'autres pathologies. Alors ensuite, l'orthopédie, pour revenir au terme, c'est un terme qui est composé et qui revient au grec. Donc sur le plan étymologique, ce sont deux racines grecques à ce mot qui sont orthos et pédia. Orthos, c'est droit, et pédia, en réalité, c'est l'éducation des enfants. Donc vous voyez ici qu'on dirait que c'est un terme qui a été réservé à rendre droit une des particularités des enfants. Donc c'est une spécialité à la base pédiatrique. Elle était destinée au traitement de des déformations des membres. Et le terme orthopédie, donc, qui donc, dérive de cette racine grecque, a été décrit par Nicolas-André de Boisregard en 1741, et c'est la première fois qu'on utilise le terme orthopédie. Et vous voyez que le petit dessin à droite, qui a inspiré pas mal de sociétés savantes orthopédiques, donc vous voyez que ce dessin là, c'est un dessin qui a été emprunté par pas mal de sociétés savantes pour illustrer donc ce concept de rendre droit ce qui n'est pas droit, en l'occurrence les membres des enfants. Alors ensuite, au 19e siècle, vous voyez que on est toujours dans l'orthopédiatrie et c'est les modalités de correction des pieds beaux, des scolioses aussi, qui ont donné le nom à cette spécialité, subspécialité, tout en sachant que le terme orthopédiste qui était utilisé dans le 19e siècle était réservé à ce qu'ils appelaient dans le temps les bandagistes, et qui sont les confectionneurs d'appareils de redressement ou alors de corsets, etc. Donc ce n'était pas à ce point, à cette époque-là, ce n'était pas une chirurgie, hein, c'était toujours quelque chose qui offrait des moyens de contention externes et des appareils de redressement, toujours à visée pédiatrique. Et ce n'est que au XIXe siècle, sous l'impulsion de M. Ollier, qui a donné son nom à pas mal d'autres instruments qu'on utilise actuellement en chirurgie, que l'orthopédie est devenue chirurgie orthopédique. Donc,
la chirurgie viscérale, dans le temps, la chirurgie générale, avait comme une petite chirurgie annexe, l'orthopédie, et qui s'intéressait à ce moment-là, bien évidemment, à tout ce qui est malformation de l'enfant, principalement, et aussi des concepts traumatologiques. Et ces concepts traumatologiques ont vu une expansion, je vais dire entre guillemets, grâce aux guerres. Notre histoire est jalonnée de guerres, et l'orthopédie a pris son essor dès la Première Guerre mondiale, en 1914-1918. Et c'est à ce moment-là, M. Callot, dont le nom est actuellement emprunté à un institut à Berck, au nord de la France, M. Callot a préconisé l'utilisation de termes de chirurgie orthopédique de guerre, qui est l'ancêtre donc de la chirurgie orthopédique. Et il faut savoir que la Société française de chirurgie orthopédique a vu le jour au final en 1918, donc à la fin de la Première Guerre mondiale. Et du coup, vous voyez ici que la traumatologie, qui est le deuxième volet de l'orthopédie traumatologie, a supplanté en quelque sorte, vu les circonstances géopolitiques de l'époque, a supplanté l'approche pédiatrique initiale de l'orthopédie. C'est toujours une histoire de guerre, et vous voyez qu'en 1939, à la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, on ne parle plus à ce moment-là de chirurgie orthopédique de guerre, mais d'une véritable spécialité chirurgicale qui était toujours annexée à la chirurgie générale et qui s'appelle désormais donc la chirurgie orthopédique. Alors, dès les années 50, cette chirurgie s'est détachée progressivement de la chirurgie générale. Il faut savoir que c'est qu'au niveau des années 70 que les collèges des spécialités de chirurgie générale ont permis en quelque sorte à la chirurgie orthopédique de se détacher et de créer un véritable collège à part entière. Et au cours de ce XXe siècle, des avancées extraordinaires en termes de chirurgie orthopédique ont été réalisées. Et il faut savoir que 3 domaines ont révolutionné cette chirurgie orthopédique jusqu'à nos jours, et nous récoltons tous les travaux qui ont été faits dès les années 50, 60, etc., jusqu'à nos jours, en termes de prothèse totale de hanche, prothèse totale de genou et d'arthroscopie. Ce sont les 3 domaines qui ont été révolutionnés au XXe siècle et qui ont jusqu'à maintenant qui nous ont permis d'avoir un peu plus de recul par rapport à ces pathologies de hanche et de genoux principalement, et de l'épaule aussi. Et nous récoltons, comme je vous l'ai dit, les fruits de tous les travaux qui ont été réalisés. Alors maintenant, au XXIe siècle, bien évidemment, nous nous orientons vers d'autres concepts, et vous allez très probablement en entendre parler ou pratiquer ces concepts de chirurgie orthopédique qui sont très évolutifs, notamment la chirurgie mini-invasive, la chirurgie aussi assistée par ordinateur, les concepts de navigation que l'on utilise fréquemment. Vous allez avoir l'occasion de les voir, et très probablement dans un futur proche, puisque c'est le cas actuellement en Europe et en Asie, la chirurgie robotique qui est en train d'être pas seulement expérimentée, mais largement adoptée dans des situations de chirurgie, notamment de la colonne vertébrale. Alors, qu'en est-il en Tunisie? En Tunisie, l'orthopédie a vu quasiment le jour grâce à notre maître à tous, le professeur Mohamed Taïb Qassad, qui était un éminent professeur d'orthopédie et qui a eu l'ingénieuse idée de lancer un véritable institut qu'on connaît, c'est l'Institut Qassab de la Manouba. Et cet institut a mis les bases de l'orthopédie moderne en Tunisie. Et aussi, il faut le savoir, c'est un institut qui a permis aussi la formation de pas mal de collègues européens. Et ce sont des références européennes, françaises et autres qui ont été formées à cet institut durant les années 70 grâce à l'apport de professeur Mohamed Taïb Qassab. Et en parallèle, professeur Darrouz a créé l'unité d'orthopédie à l'hôpital Aziz Athmane. Ce sont en réalité les 2 piliers, l'hôpital Aziz Athmane et l'Institut Qassab, c'était les 2 piliers de l'orthopédie moderne tunisienne. Et à partir de là, on a vu pas mal d'autres réalisations. Il faut savoir qu'en 1985 a vu le jour la société savante dont vont parler les collègues, qui est la SOTCOT, la Société d'orthopédie
de chirurgie orthopédique et traumatologique. Et cette société savante, on va en discuter. C'est quelque chose qui est très important, très intéressant, puisqu'elle va rassembler toute la communauté orthopédique. Et c'est le point commun entre tous les orthopédistes, qu'ils soient hospitaliers, privés, en cours de formation ou alors chercheurs en orthopédie. Alors, ce qui vous intéresse aussi, ce sont les services hospitalo-universitaires. Je vous ai dit que les premiers services hospitalo-universitaires qui ont vu le jour, c'était à l'Institut Qassab et ensuite à l'hôpital Azafmen. Et à partir de là, sur le Grand Tunis, sur la Manouba et ensuite à l'intérieur du pays, ont vu le jour successivement plusieurs autres centres. Vous voyez ici à l'extrême gauche les centres qui sont officiellement hospitalo-universitaires. Et à droite, ce sont des centres qui étaient ou qui seraient dans un futur proche hospital-universitaire. Et là, on va voir des collègues, il faut savoir qu'à Gassaline, à Tataouine, à Silienne, à un moment donné, à Gebs, il y a des hôpitaux universitaires qui se font un plaisir de vous encadrer si jamais vous êtes intéressé soit par la formation dans ces centres-là ou alors à l'exercice de l'orthopédie dans ces centres. Mais les plus grands centres hospitalo-universitaires que vous allez voir dans votre cursus, là, la liste est en orangé sur votre gauche. C'est une liste exhaustive. Vous connaissez à peu près tous les services d'orthopédie que l'on va détailler dans le volet formation et en discutant ensemble. Donc, je vous repasse, Chérif, je te repasse la parole, si tu veux enchaîner, ou alors ouvrir la discussion comme bon te semble. D'accord? Merci, Dr. Hadri, pour cette superbe présentation. Honnêtement, moi-même, j'ai appris sur l'histoire de l'orthopédie. Merci. Donc, je cède la parole à Hussein Kraïm, qui est notre résident en 5e année, qui va nous parler de l'orthopédie et de ses sous-spécialités. Alors, je ne sais pas si tout le monde est en train de voir en plein écran. Oui. Oui, c'est visible. Parfait. Donc, je cède la parole à Hussein. Bonjour, je me présente, je suis Kraïm Houssem Eddine, donc un résident en chirurgie orthopédique et traumatologique exerçant à l'hôpital Charles-Nicolle. Donc, je vais vous présenter l'orthopédie en soi et ses sous-spécialités. Donc, la chirurgie orthopédique et traumatologique, elle porte sur le traitement chirurgical des déformations, qui est l'orthopédie, et des accidents de l'appareil locomoteur, donc c'est le volet traumatologie. Donc, pour la traumatologie de l'appareil locomoteur, elle prend en charge les patients souffrant des lésions de l'appareil locomoteur survenant suite à un traumatisme, donc à savoir un accident de la route ou bien de travail ou bien une blessure sportive. Donc, cette prise en charge, elle peut être médicale, fonctionnelle, orthopédique ou bien chirurgicale. Donc, pour l'orthopédie, elle a pour objet la prévention et la correction des affections de l'appareil locomoteur qui recouvrent les déformations et les malformations des os, des articulations, des muscles, des tendons et des nerfs. On y distingue plusieurs sous-spécialités. On va commencer par la chirurgie prothétique. Elle permet de traiter les atteintes arthrosiques, inflammatoires, post-traumatiques ou tumorales des articulations. Voici quelques radiographies d'une prothèse totale de la hanche, d'une prothèse totale du genou, d'une prothèse totale de la cheville, d'une prothèse totale inversée de l'épaule et d'une prothèse de la tête radiale. Pour la chirurgie des tumeurs de l'appareil locomoteur, donc cette prise en charge consiste en général à l'exérèse de tout le tissu tumoral en préservant le plus possible les fonctions du membre. Souvent, une reconstruction de la perte osseuse ou bien des tissus mous est nécessaire. Voici quelques photos de tumeurs bénignes et malignes de l'appareil locomoteur rencontrées dans la pratique courante. Il y a également la chirurgie des pathologies rachidiennes. Elle regroupe les pathologies discales, le canal lombaire et cervical étroit, les kyphoscolioses dégénératives et congénitales, ainsi que les pathologies tumorales et traumatiques de la colonne vertébrale. Voici quelques radiographies d'un traitement chirurgical de quelques pathologies courantes, à savoir le canal lombaire étroit, une scoliose chez un adolescent
et une tumeur donc, du rachis cervical. Pour la chirurgie arthroscopique, donc, c'est une chirurgie mini-invasive réalisée sous contrôle vidéo à travers un arthroscope avec de petites incisions et des instruments spécialisés. Cette technique a d'abord été développée pour le genou, puis pour l'épaule, la cheville, le coude ainsi que la hanche. Donc, il existe également donc, la chirurgie du sport. Elle occupe une place toute particulière auprès des sportifs de haut niveau. Elle permet de soigner de nombreux cas relatifs à la traumatologie du sport, à savoir des blessures diverses qui peuvent survenir. Donc, pour la chirurgie du pied et de la cheville, donc, elle traite les pathologies tendineuses, les compressions nerveuses, les antizopathies, les chirurgies de l'arthrose, les pieds plats et les pieds creux et les pieds beaux, varus et cas. Également les chirurgies de l'avant-pied, à savoir l'hallux valgus et rigidus. Voici une photo donc, qui montre un hallux valgus traité chirurgicalement avec un alignement du gros orteil à 3 mois post-opératoire. Pour l'orthopédie infantile, c'est de nos jours une spécialité à part entière qui se distingue de l'orthopédie adulte tant par ses pathologies que par son approche clinique. Elle traite donc des pathologies courantes, à savoir les scolioses, les déformations du pied, les luxations congénitales de la hanche, l'épiphysiolyse fémorale supérieure. Donc voici quelques photos d'une scoliose traitée chirurgicalement et d'un pied beau varus équin traité par un plâtre. Pour conclure, c'est une spécialité donc passionnante. Elle est riche en pathologies de nature différente et diversifiée, des domaines de sous-spécialisation très variés, qui donc offrent un meilleur garant d'une prise en charge optimale des pathologies de l'appareil locomoteur. Je vous remercie. D'accord. Donc, je reprends la parole. Donc, merci Houssem pour cette présentation concise, efficace et claire. Donc, je cède la parole à Dr Bel'at Rafiras, qui va nous parler donc des différents aspects de la formation en chirurgie orthopédique en Tunisie, en nous parlant des terrains de stage et des différentes sociétés savantes dont on dispose. Donc, c'est à toi, Rafiras. Merci beaucoup, Monsieur Cherif Kamoun. Donc, je me présente, je suis Bel'at Rafiras, donc un résident en chirurgie orthopédique et traumatologique, donc 3e année. Donc, on va parler de la formation des résidents, des résidents en orthopédie en Tunisie. Je ne sais pas si l'écran est visible, c'est bon? C'est parfait. Essaye de réduire la fenêtre. Donc, il y a un tiret près du timing. Voilà, parfait. C'est bon. Donc, on va parler de la formation des résidents en orthopédie en Tunisie. Donc, pour les terrains de stage, il y a un problème avec le diapositive. Alors, donc en Tunisie, on dispose de 18 services de chirurgie orthopédique et traumatologique, donc inclus dans 12 centres hospitalo-universitaires. Donc, et 6 hôpitaux régionaux, donc répartis sur 10 gouvernorats. Donc, on dispose aussi de 3 services d'orthopédie, donc de chirurgie orthopédique infantile. Donc, pour les stages optionnels, donc on a des stages qui sont répartis sur 4 spécialités chirurgicales. Donc, la chirurgie réparatrice, esthétique et chirurgie de la main, la chirurgie générale, la neurochirurgie et la chirurgie cardiovasculaire. Donc, en ce qui concerne les sociétés savantes en Tunisie, donc on commence avec le collège tunisien d'orthopédie et de traumatologie. C'est dans l'objectif essentiel, c'est de garantir la formation des résidents donc en orthopédie et aussi l'intégration des résidents donc à travers des cours mensuels organisés qui sont les cours de collège. Il permet aussi la coordination des choix des postes au cours de la spécialité, le choix des postes de stage. Donc, on passe à la Société tunisienne donc, de chirurgie orthopédique et traumatologique, donc la SOTCOT, qui réunit tous les orthopédistes de la Tunisie, donc, comme l'a dit Dr Hadri, soit les spécialistes en étatique ou en privé, les hospitalo universitaires. Donc, la SOTCOT veille à la promotion des travaux scientifiques à travers des congrès biannuels qui sont la journée d'été et la journée d'hiver, mais aussi sur la coordination avec les sociétés savantes étrangères. Donc, depuis 2019, on dispose d'une plateforme
qui est appelée la SOTCO Junior, qui participe aussi à la formation des jeunes résidents et de nouveaux résidents, que ce soit à l'échelle nationale et aussi à l'échelle internationale. Donc, on cite aussi la Société tunisienne d'arthroscopie et de chirurgie de sport, donc, qui, à travers un congrès annuel, donc, permet de partager les nouveautés concernant la chirurgie arthroscopique et la pathologie donc, sportive. Et on va conclure avec l'enseignement post-universitaire, donc à travers, qui est assuré par les 4 facultés de médecine donc en Tunisie, à travers les certificats d'études complémentaires qui sont les CEC. Et on prend par exemple quelques thèmes qui sont assurés par la faculté de médecine de Tunisie, comme la médecine appliquée au sport, la biomécanique appliquée à l'appareil locomoteur, podologie et l'imagerie de l'appareil locomoteur. Donc, merci beaucoup. Je cède la parole à M. Cherif Kamou. Merci Firas, merci Saha. Donc, tu nous as donné donc, une vue et une idée sur les terrains de stage, sur les modalités de formation. Merci beaucoup. Donc, je vais enchaîner en vous parlant du quotidien, donc la chirurgie orthopédique. Donc, comment ça se passe concrètement? Alors, je ne sais pas si tout le monde voit en... Donc, je ne sais pas si tout le monde est en train de voir. C'est bon, c'est visible. C'est bon, c'est bon. C'est bon? En plein écran. Alors, donc je vais mettre ça. Voilà. Donc c'est bon, c'est visible. C'est bon. Parfait. Donc je me présente, je m'appelle Cherif Kamoun, je suis résident en chirurgie orthopédique et traumatologique en 2e année actuellement au service de Charles Nicolle, de l'hôpital Charles Nicolle. Donc pour commencer, alors la spécialité de chirurgie orthopédique, c'est la spécialité chirurgicale à mon sens par excellence. Donc la totalité de l'activité est centrée sur le bloc. Donc que vous soyez de garde, vous allez recruter des patients en urgence à opérer, que vous soyez aux consultations, vous allez voir des patients à opérer, à froid, a fortiori. Que vous soyez en post-garde aussi, vous allez voir des patients qui viennent d'être opérés, donc vous allez les contrôler en post-opératoire. Donc le bloc, c'est vraiment le lieu central du déroulement de notre activité. Donc le volet traumatologique, en plus, donc, et avec les urgences, donc, qui représentent un volet central de cette spécialité, on va en parler. Donc la vie des chirurgiens, donc qu'en est-il? Donc entre les clichés et les réalités, donc on va essayer d'éclaircir ça rapidement. Donc de même pour les idées reçues, on a eu pas mal de questions, donc on va se baser sur ces questions pour éclaircir le vrai du faux. Alors l'exercice au quotidien, donc ce qu'il y a de bien en orthopédie, c'est une spécialité très pragmatique. Donc la répartition est très claire, l'activité au quotidien, donc elle est répartie en 3 postes, donc le bloc opératoire en soi, donc les résidents de garde et les seniors de garde, donc qui assurent aussi bien les urgences que le bloc, et les consultations pour le suivi et le recrutement des patients. Donc c'est un travail d'équipe, et là c'est vraiment central comme notion, donc, puisque même au bloc, on est toujours avec son senior, avec son collègue résident, avec les techniciens d'anesthésie, avec les résidents et les seniors d'anesthésie réa. Donc contrairement à ce qu'on pense, l'orthopédie fait intervenir énormément de personnes, que ce soit de la spécialité elle-même que d'autres spécialités. Donc c'est très important, donc cette notion de travail d'équipe, plus que d'autres spécialités, je pense. Donc c'est une spécialité vivante, énergique, et qu'on tend à comparer à un marathon, puisque c'est un travail de longue haleine qui va durer au moins 5 ans pour le résidanat, qui représente
très probablement, selon moi, le début de l'initiation à l'orthopédie, puisque ce n'est pas fini, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur hospitalier universitaire. Donc la formation se continue. Elle ne fait parfois que commencer au bout de ces 5 ans. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un vrai marathon et qui demande beaucoup, beaucoup de motivation. Donc si vous allez faire cette spécialité-là, vous devrez être motivé pour le faire. Donc on a plusieurs casquettes à endosser. Donc le jeune ou plus ou moins jeune chirurgien, donc comme on voit ici, c'est un chirurgien, un traumatologue qui manie avec la fameuse photo cliché, le marteau. Donc rassurez-vous, on ne l'utilise pas aussi souvent que ça, le marteau. Donc le scientifique, donc troisième casquette à endosser à part le chirurgien et le traumatologue, le scientifique, donc qui pose des indications, qui sait correctement lire et interpréter son bilan radiographique, qui connaît ses classifications, qui sont d'ailleurs très très fréquentes, très nombreuses en orthopédie, que tout orthopédiste, que tout résident doit maîtriser. D'ailleurs, ça va être ça la principale source de stress au staff. Donc, au quotidien, on va vous demander d'être un bon clinicien, vous devrez être débrouillard, et vous devrez faire preuve d'ingéniosité, donc puisque très fréquemment, on a des ancillaires, un matériel adapté pour un certain type de fracture. Aucune fracture ne ressemble à l'autre. Donc, très fréquemment, vous aurez besoin d'improviser. Et parfois, vous aurez l'impression que vous êtes plutôt un MacGyver. Donc, l'exercice au quotidien, donc, le mot d'ordre, c'est l'efficacité, comme je vous l'ai dit, le pragmatisme. Donc, on essaye de bien faire, de rendre service au patient au bon timing, idéalement le plus rapidement possible. Donc comme ici, c'est une fracture de l'extrémité inférieure du radius qui a été opérée le soir même par une plaque. Le patient a été mis sortant le lendemain. Il était très content, il bougeait son membre. Donc tout ça pour vous dire que c'est une spécialité qui rend très rapidement service aux patients. Alors, les gardes, les fameuses gardes, ça fait partie des questions les plus posées. Donc, oui, c'est contraignant. Elles sont rapprochées en début de parcours, surtout lorsqu'on est jeune résident. Elles sont épuisantes, ce ne sont pas des gardes de tout repos. Donc, on a tout le volet traumatologique, surtout lorsqu'on est dans un grand centre, qu'on draine la traumatologie, par exemple, du Grand Tunis, du Sahel. Donc, vous n'allez pas vraiment dormir. Si vous cherchez à dormir durant les gardes, ce n'est pas la bonne spécialité. Donc, ce sont des gardes qui sont présents tout au long du parcours, qu'on soit résident ou senior, ça va vous suivre, ça fait partie de l'exercice. Donc demain, et ça, c'est la tête qu'on fait fréquemment en fin de garde. Alors, mais ce qui est bien, donc les gardes, c'est vraiment la base de la formation en traumatologie. Les avis sont aussi variés que la spécialité elle-même, comme vous l'a présenté Houssem Kraim. Donc vraiment, il y a énormément de pathologies, que ce soit la chirurgie rachidienne, la chirurgie du pied, la chirurgie de la hanche, tout ça appliqué à la traumatologie. Vous allez en voir de toutes les couleurs. Et les gardes représentent l'un des volets de la spécialité en soi. Il y a certains chirurgiens à l'étranger qui font pas du tout d'orthopédie, donc de chirurgie réglée, qui ne font que de la traumatologie. Alors, on passe maintenant aux idées reçues. Donc, la chirurgie orthopédique nécessite beaucoup de force physique. Vraiment, c'est la question qu'on a le plus posée et qui s'est le plus répétée, je pense, et qui, donc moi-même, je me l'étais posée avant de commencer la spécialité. Donc, faux. Donc la technicité est beaucoup plus importante. D'ailleurs, je ne suis pas particulièrement musclé pour ma part. Donc il faut plutôt faire preuve d'endurance physique. Et bon, bien entendu, un minimum de force est nécessaire pour certaines réductions, certains gestes au bloc. Mais sachez que si vous faites preuve de trop de force au bloc, dites-vous qu'il y a quelque chose qui cloche avec votre technique. Donc un minimum est nécessaire, pas trop. Alors, on s'éloigne du volet médical. Oui, c'est vrai, mais on ne l'oublie pas complètement. Donc, contrairement à ce que vous allez avoir comme blague, comme ici, c'est un chirurgien qui dit, voilà, les antécédents médicaux du patient, bla, 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 attaque cardiaque, ok, on va l'opérer maintenant. Comme ici aussi, la fameuse, qu'est-ce qu'une étude en double aveugle? C'est 2 orthopédistes qui lisent un ECG. On en voit de toutes les couleurs, en fait. Celle-là aussi. Donc, ok, je vais arranger la fracture et continue ton massage cardiaque plus tard. On est habitué à ce genre de blague, c'est pas grave. Donc, certains traumatismes engagent le pronostic vital. Donc, c'est pour ça qu'on doit rester avant tout clinicien, avant tout médecin,
Donc, on n'est pas technicien de bloc, on n'est pas chirurgien, on est clinicien, on est médecin, on est là pour sauver des vies, sauver un membre, oui, mais sauver la vie avant tout. Il faut savoir que le volet tumoral et infectieux nécessite une parfaite maîtrise de la clinique et donc de la pathologie elle-même. Donc tout ça pour vous dire, oui, on s'éloigne du volet médical, mais il ne faut pas l'oublier parce que notre première mission, c'est d'être médecin. Ce n'est pas fait pour les femmes. Question très fréquente aussi. Alors c'est faux. Il faut savoir qu'il y a des chefs de service qui sont... bon, bien sûr, c'est pas le même contexte qu'en Tunisie, peut-être, je ne sais pas. Mais à l'étranger, il y a des chefs de service qui sont des femmes. Donc, c'est une spécialité de macho, oui, en partie. Donc, en partie. Donc, j'espère, pour ma part, que le défi des générations futures sera de venir à bout de cette réputation, parce qu'après tout, comme je vous l'ai dit, ça ne demande pas autant de force physique, ça demande de l'endurance, de la motivation, donc de la technicité. Donc, oui, ce n'est pas aussi choquant que ça qu'une femme fasse de l'orthopédie, pas du tout. Donc voilà, là, elle n'est pas contente. Et ça, c'est l'homme qui est macho, voilà. Donc, en conclusion, l'orthopédie, c'est une spécialité qui est exigeante, tant sur le plan physique qu'intellectuel. Contrairement à ce qu'on pense, donc oui, on lit beaucoup, on a à lire énormément, que ce soit pour préparer donc, les actes chirurgicaux, que ce soit pour préparer les staffs, que ce soit pour poser le bon diagnostic. Donc, elle est gratifiante et épanouissante globalement. Globalement, elle l'est. On rend très rapidement service aux patients qui sortent rapidement contents, etc. Les clichés, les idées reçues sont pour la plupart faux. Et il faudrait que certains clichés et idées reçues il faudrait qu'on commence à s'en débarrasser. Et le quotidien du chirurgien, donc c'est une spécialité qui implique un quotidien de chirurgien avec tout ce que ça implique, donc les gardes, la motivation et l'endurance. Je vous remercie. Alors, donc, je cède la parole à Dr Belli, qui va nous parler des perspectives d'avenir, de la formation à l'étranger, du perfectionnement et de la carrière post-résidana. D'accord, merci Sérif. Merci à vous. On va aborder le dernier volet. Donc, je me présente, je suis Dr Belli, je suis assistant au service d'orthopédie de l'hôpital Charles-Nicolle. Alors, donc, pour perfectionner sa formation, je sais que c'est le rêve à tous de partir à l'étranger. Aussitôt on a terminé notre stage, notre cursus, on veut tous partir. Alors, c'est possible. Généralement... On n'est pas en train de voir en plein écran. Ah, pour moi, c'est en plein écran. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un problème pour vous? Je pense que c'est l'écran. C'est bon, parfait. Moi, je vois en plein écran. Ah, pour moi, c'est plein écran. Continue. Oui, bon, c'est bon, vous avez bugué, allez-y. D'accord. Alors, comme j'ai dit, c'est le rêve à tous et généralement en orthopédie, c'est possible. Alors, pour vous donner un exemple, c'est une promotion des résidents de 2019. Sur les 10 résidents 5e année qui sont passés dans notre service, il y a 9 qui sont actuellement en France. Alors, il y a plusieurs formules. Le DFMS, c'est un stage en cours de cursus, donc avant d'avoir sa fin de spécialité. Au sein de DFMSA, donc c'est un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie qui se fait donc après avoir obtenu son diplôme de médecin spécialiste. Il y a aussi d'autres formules qui sont les stagiaires associés. Alors, partir en France, c'est bien. C'est généralement des CHU, donc des services universitaires, où on peut donc perfectionner sa formation. Et moi, personnellement, mon idée, c'est j'encourage les jeunes à partir pour avoir une formation. Bien sûr, on va à mais parfois, ce n'est pas toujours l'idée qu'on a. Parfois, on se retrouve dans des hôpitaux qui sont régionaux et c'est plus de la main-d'œuvre qu'ils recherchent. Donc, on voit que parfois nos résidents ont du mal à s'intégrer, surtout à acquérir les formations. D'accord? Donc, ce n'est pas toujours très, très agréable, ce n'est pas toujours la vie en rose.
Mais par contre, il y a toujours des normes que ces hôpitaux ont, donc il y a toujours un matériel qui est disponible. Et donc, dans tous les cas, ça reste bénéfique. Alors, deuxième volet, c'est le cursus hospitalier universitaire. Alors, si on doit résumer notre carrière actuellement, c'est ces deux photos. Celle de gauche, c'est la faculté de médecine, donc Ta'arfa, et c'est là qu'on enseigne donc, et qu'on accompagne nos étudiants. Donc, c'est notre carrière au sein de l'hôpital. Donc, si on doit résumer ce cursus, c'est surtout la passion. C'est la passion qu'on a à transmettre la formation qu'on a déjà eue. Donc, cette passion, on la transmet tous les jours, que ce soit au bloc opératoire avec nos résidents, que ce soit à la faculté avec les étudiants. Mais aussi, la carrière universitaire, c'est des congrès. Donc, il faut préparer ces présentations, il faut rester à jour sur le plan scientifique. Sur le plan hôpital, c'est un débit de malades qui est assez important. Donc, si on peut résumer, c'est l'image au centre que vous voyez. C'est vraiment chaque jour une course contre la montre, entre ces diverses tâches qu'on vient de voir. Sur cette liste, vous pouvez voir les médecins hospitaliers universitaires qui sont actuellement attachés à la faculté de médecine de Tunis. D'accord ? Pour le cursus privé, alors c'est l'idée reçue que tout le monde a. C'est la belle clinique, la belle voiture, beaucoup d'argent. Parce qu'à la faculté de médecine, on m'a dit que ça, il faut l'oublier. C'est plus la réalité. Pourquoi? Parce que d'abord, les grandes villes, que ce soit sur le Grand Tunis, soit les grandes villes côtières, il y a un encombrement de médecins qui sont installés dans le privé. Et comme vous pouvez voir sur la photo, c'est vraiment une course entre ces divers, on va dire, collègues, mais il faut bosser dur donc, pour y arriver. L'autre option, c'est s'exiler à l'étranger. Actuellement, les pays du Golfe, ils ont la cote, et ils recrutent beaucoup de médecins tunisiens, vu la compétence qu'on a. Généralement, les salaires sont attractifs. Enfin, le dernier volet, c'est de la recherche. Alors oui, en orthopédie, il y a aussi de la recherche. Comme vous pouvez le voir sur ces clichés, c'est une vis qu'on utilise en orthopédie infantile, et donc qui a été élaborée par un de nos maîtres et un de nos collègues, c'est le docteur Smida, qui a mis en place cette vis. À l'échelle mondiale, alors, la recherche, c'est les conceptions de prothèses, de matériel d'ostéosynthèse. Et comme vous pouvez voir, il y a plusieurs firmes, surtout donc, européennes et américaines de renom, et qui investissent beaucoup d'argent dans ce domaine de la recherche afin de créer toujours la perle rare au niveau de matériel qu'on utilise tous les jours pour notre quotidien. Et je vous remercie.